Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses édition du 12 avril, une présentation de Lucien Chevrolet. Mon nom est Anthony Marcotte, bien heureux de vous retrouver à nouveau pour une autre édition de cette semaine aux courses. Encore beaucoup de choses à vous jaser aujourd'hui. Kevin Lulu Lusignan se joint à moi. Comment ça va mon cher Lulu? Ça va très bien, toi, mon Tony? Oui, monsieur, bien des choses à jaser. De bons invités aujourd'hui. On va faire une récapitulative complète de ce qui s'est passé en fin de semaine dans le monde des courses. Pour toi, prime abord, là-bas qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en fin de semaine dans les courses? Ben, on a eu plusieurs événements là, aux courses. On sait c'était les modèles peut-être du côté de Bristol, c'était à surveiller. Oui, c'était quand même assez spécial, mais il n'y a rien qui va empêcher de, éventuellement, dans 2 semaines, ça va être nos gros blocs. C'était le lancement de la série Dirt Car aussi, justement, du côté de Can-Am. Stuart Friesen, qui, à l'habitude, a encore dominé. Ça va être à voir, justement, on en parle un petit peu plus tard. Mais je pense que l'histoire de la fin de semaine, ça s'est passé en NASCAR Xfinity. Sérieusement, la victoire de Josh Berry, une histoire rocambolesque, on vous raconte ça dans quelques instants. J'en ai eu la larme à l'œil. Je vous le confirme, c'était spécial. Absolument. Puis en fin de semaine, aussi, on mettra la table sur ce qui s'en vient dans les courses. Il y a beaucoup de choses, autant sur la terre battue que sur l'asphalte. C'est le Grand Prix d'Imola, le retour de la F1, l'IndyCar qui commence en fin de semaine, le NASCAR du côté de Richmond avec les 3 séries qui seront en action en fin de semaine. Donc, beaucoup de courses pour le week-end qui s'en vient. Alors, rentrons dans le vif du sujet en vous présentant notre menu aujourd'hui. On reviendra dans les prochaines minutes sur la première course comptant pour les points de la série Super Dirt Car sur terre battue. Ça se passait à Can-Am Speedway dans l'État de New York. C'est quand même assez ironique que jusque de l'autre côté de la frontière, là, on soit à peu près une trentaine de minutes de Brockville. Il y avait de l'action là-bas. Ça s'est très bien passé. Malheureusement, impossible pour les ressortissants canadiens de traverser la frontière pour aller justement y courir. Et par le fait même, on aura l'occasion d'en jaser avec Michael Maresca qui va être avec nous là, pour nous parler de sa saison. Beaucoup d'amis au Québec. Tu fais partie d'ailleurs des bons amis au Québec de Mike Maresca, puis nous fait le privilège d'être avec nous tantôt. Ouais, effectivement, Mike, ça remonte une histoire de quand même assez longtemps, Oswego en 2019. Puis on dirait que cet amateur de course-là, ce gars de course-là, à vrai dire, a fait en sorte d'amener justement cette petite amitié-là qui s'est bâtie entre moi, Mike, et un de mes fidèles comparses, Kevin Letendre. Puis je vous le dis, c'est un gars c'est un nom à retenir et un nom qui va devenir assez important dans le futur dans le monde des courses sur terre battue. Alors, on aura l'occasion aussi de jaser d'IndyCar. Cédric Blondin, qu'on vous présentera dans les prochaines minutes, est probablement celui qui couvre le plus près au Québec l'IndyCar. C'est un véritable passionné. Possède le site District Sport. Il va être avec nous dans les prochaines minutes pour nous en jaser également de ce début de saison. Le Grand Prix d'Alabama, ça a lieu en fin de semaine dans l'IndyCar, début de la saison. Kevin Hébert, notre expert F1, va être avec nous pour nous parler du Grand Prix d'Imola. Et on aura également, comme d'habitude, la chance de revenir sur l'action fin de semaine passée sur nos pistes de terre battues. Plusieurs séquences à vous présenter concernant justement ce qui s'est passé en fin de semaine, Sprint Car, Late Model, et également modifié. Alors voilà, c'est notre menu pour cette semaine aux courses. Bien heureux d'être avec vous à nouveau. Allons-y tout de suite avec notre sujet important du jour, ce qui s'est passé du côté de Can-Am. Ouais, effectivement, comme on disait, Can-Am, c'était la grosse journée. Donc, c'était le lancement officiel de la série Dirt. Et je sais Tommy va venir en parler avec nous tenter. Le lancement officiel, c'était quoi? C'était une course. C'était Can-Am, on le sait, a quand même la réputation d'être une piste qui devient très glissante avec le temps. On le voit justement sur les images. Dominé. Friesen qui a pris les commandes rapidement dans l'épreuve et a dominé en entier. Donc, c'est ce qui fait en sorte justement qu'il perd un petit peu des courses qui sont longues. Je pense que Tommy, il y a quelque chose qu'on a discuté là-dessus. Puis on va revenir justement sur la victoire de Stuart Friesen. Ben le voilà justement, Tommy qui se joint à nous, le gars de course en chef, le président de notre association de maniaques de course. Tommy, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Yes, t'as regardé ce qui s'est passé en fin de semaine. On avait tous hâte de voir comment ça allait commencer. Cette série qui renaît un peu de ses cendres. Il n'y a pas eu vraiment de série dans le passé
en gros bloc. Il y avait eu une seule épreuve à Bridgeport, puis finalement, ben, c'est pas vraiment devenu une épreuve de championnat. Ça a été la seule qui a compté pour des points l'an passé. Donc vraiment, c'est le début de la série. Tout porte à croire qu'on va vraiment avoir une belle série gros bloc en 2021. Ça n'a pas été, par contre, le meilleur spectacle pour lancer la saison. Non, mais pour ceux qui avaient lu mon éditorial de la semaine dernière, vous saviez que Can-Am, pour moi, c'est pas le circuit que je préfère le plus. Disons qu'à chaque fois que je suis allé là, oui, c'est un circuit très rapide, circuit qui est vraiment fait pour les gros blocs, étant donné là, de la dimension de ce circuit-là. Mais vraiment, à chaque fois, là, un peu déçu parce que c'est une piste qui est toujours très, très sèche. Et encore une fois, on l'a vu là, samedi, alors que dès les réchauffements, la piste était complètement noire. On a tenté de sauver la donne là, en arrosant tout juste avant la finale des Sportsmen, mais arrivé au modifié, là, c'était encore une piste miroir. Et c'est bien dommage parce qu'on peut pas vraiment voir la vraie puissance des modifiés gros blocs, alors que lorsqu'ils viennent au Québec, Yann Bussière, Jean-François Tessier s'efforcent de faire un circuit le plus collant possible pour justement voir la vitesse des gros blocs. Et on en parlait justement lorsqu'il y a eu le Oktoberfest, Anthony. Dans l'État de New York, vraiment, c'est toujours des pistes très, très sèches. Et évidemment, on choisit cette avenue-là parce qu'on veut préserver la mécanique. On le sait à quel point une piste collante peut être difficile sur le matériel et surtout sur une série qui se promène comme ça. On n'est pas en position de perdre des participants. Donc, après quelques semaines à cause de bris, de gros accidents, il y a plusieurs pilotes là, que c'est pas des gros budgets là, qui courent dans la série gros bloc. Et encore une fois, on a fait une piste complètement noire et ça a été très difficile les dépassements. Peut-être dans le premier quart de l'épreuve, on a vu des dépassements. Stuart Friesen, dès le départ, partait quatrième, reculé, presque 10e, puis est revenu en prenant l'extérieur complètement dans la courbe numéro 4. C'est très impressionnant de voir à quel point on est en mesure d'aller loin là, dans la courbe numéro 4 comparativement à l'intérieur. Dès le départ, c'était Max McLaughlin et Kerry Terrence qui partaient sur la première ligne. Je pensais vraiment que Terrence était pour avoir quelque chose pour remporter la victoire, lui qui court assez souvent du côté de Can-Am. Mais ça a été Tim Fuller qui partait un petit peu plus loin, là, qui a mené là, une très grande partie de l'épreuve avant de voir Stuart Friesen le surprendre lors d'une relance. Et par la suite, ben, on le sait, là, lorsque Friesen met le nez devant, là, à moins d'une grosse erreur, là, on ferme les livres là, dans la série Gros Bloc. Ouais, et notre ami Martin Savoie a proposé là, une chronique particulièrement intéressante à ce sujet-là parce que on a vu récemment ce qui s'est passé dans la Short Track Super Series qui, malgré des courses présentées en plein après-midi, a réussi à présenter de très bons spectacles avec beaucoup de dépassements, un bon show, mais la corrélation à ça, c'est que les courses sont de moins longue durée. Donc, on roule aux alentours d'une cinquantaine de tours à chaque course ou à peu près, avec un système complètement différent de pige à l'arrivée du circuit. Il n'y a pas de temps chronométré. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a des dépassements du début à la fin du programme. Je sais qu'on soulève cette question-là chaque année, mais à un moment donné, je pense qu'un jour ou l'autre, la série Gros Bloc n'aura pas le choix en voyant la popularité qu'est en train de prendre la STSS au niveau des amateurs, au niveau aussi du nombre de pilotes qui se déplacent à chacun des événements. C'est de plus en plus populaire et veut pas, on doit commencer à repenser un petit peu à cette formule. Ouais, mais je pense que ça vient des pilotes là, de la série Gros Bloc qui veulent justement toujours avoir une chance de partir à l'avant pour éviter là, d'être pris dans des accidents avec des pilotes peut-être un peu moins expérimentés et justement, encore une fois, sauver des coups. Donc, on le sait, là, une pige d'une série Gros Bloc, c'est pas mal toujours les 12 mêmes là, qui sont à la pige avec un peu de local de pilotes locaux qui se mêlent à ça. Mais quoi qu'il en soit, oui, la STSS présentement, avec la formule qu'on a choisie sans temps chronométré, celle-là, ça donne vraiment de très, très bonnes qualifications. C'est pas rare là, qu'on peut voir un excellent pilote, à part cette année, le Stuart Friesen, qui est extrêmement chanceux dans les piges en arrivant au circuit, mais habituellement, on le voit partir loin. Et Ryan Watt et tous ces pilotes-là là, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui sont quand même très, très rapides chez eux. Puis, ça leur permet de partir un peu plus loin. Et du côté de Port-Royal, là, justement, il y a quelques semaines, là, il y a des pilotes qui partaient 12e et qui, dès le 3 ou 4e tour, là, de par leur vitesse et leur habileté au volant, étaient en mesure là, de se pointer parmi les 3 premiers dans la qualification. Donc, du côté de la série Gros Bloc, évidemment. Et moi, ce que je trouve le plus plate là-dedans, c'est que les jaunes comptent. Donc, on peut avoir une course de 60 tours sur le vert, mais 40 tours sur le jaune.
c'est interminable, ça finit plus. Donc, je me demande vraiment si on n'est pas rendu à faire peut-être une course de 50 tours, mais sans compter les jaunes. Ce serait beaucoup plus rapide puisque les pilotes voudraient vraiment tout donner pour aller à l'avant. Et on n'aurait pas vraiment une perte de temps là, immense avec 3 à 4 tours sur le jaune à chaque neutralisation. Là. En tout cas, je vous assure, les gens de Can-Am ont été très chanceux. C'est quand même tôt dans la saison pour faire une course aussi au nord. Mais finalement, quel week-end on a eu avec des températures là, qui franchissaient les 20 degrés Celsius, même en soirée. Donc, ça a été une soirée exceptionnelle pour la présentation des courses. Le spectacle n'a pas été tellement bon, mais au moins, on a été capable de revenir en piste. Maintenant, et Anthony, ça me fait toujours rire lorsqu'on regarde des images de Can-Am. On a les pilotes de course et les voitures sur le circuit, ça se bat avec des voitures à la fine pointe de la technologie. Et on voit passer sur le rang derrière des Amish avec leurs chevaux. Donc, ça fait tellement un clash au niveau de l'image là pour les gens qui sont allés à Can-Am. Vous savez, là, c'est pas, disons que c'est pas un quartier très riche là, pour se rendre à la piste. Là, mais de voir des Amish passer, là, justement, la dernière fois que je suis allé, on était pris dans le trafic derrière des carrioles comme ça, pas de lumière, pas rien. Donc, en pleine noirceur, disons que il y avait beaucoup de klaxons du côté des Américains pour sortir plus vite du parking. Ouais, c'est assez spécial, t'as raison. Maintenant, on va surveiller lors du week-end du 25 avril, la venue pour la première fois des modifiés gros blocs du côté de Bristol. En fin de semaine, c'était les late modèles qui y étaient pour le Bristol Bash. Fin de semaine de congé à Bristol en fin de semaine, mais la semaine prochaine, c'est la visite très attendue des World of Outlaw Sprint avec également les gros blocs. Quelles sont vos attentes, messieurs, pour les gros blocs la semaine prochaine? On aura sûrement la chance d'y revenir lundi prochain, mais c'est quand même une épreuve qui sera scrutée de très, très près. Ben, tu sais, si on regarde les pilotes en général, c'est du nouveau pour tout le monde, sauf un pilote. Fait que de voir la piste, justement, ben, tu sais, les pilotes connaissent Bristol, si on parle des gros blocs également, mais je pense que ça va être justement un plus de voir tout le monde arriver à force égale. Tu sais, il n'y a pas une voiture qui va arriver sur la pointe. Tu sais, je veux dire, Friesen a couru, mais en pick-up et en NASCAR, fait que c'est pas les mêmes réglages. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire à voir, là, cette fin de semaine-là, du côté des modifiés. Puis de mon côté, moi, Anthony, on le sait, c'est des professionnels de la course, donc après une pratique, j'imagine qu'on va pratiquer un soir de plus, là, je me souviens pas du calendrier exactement, mais on va se placer assez rapidement pour trouver les bons ajustements. Et je m'attends vraiment à voir Matt Williamson revenir. Là. Il y a eu une soirée de misère du côté de Can-Am. C'est fait prendre un tour là, par Tim Fuller qui, lui, a eu une très, très bonne soirée. Ça faisait du bien de voir Tim Fuller enfin de retour aux avant-postes. Lui, ça faisait plusieurs années là, qu'il n'avait pas eu des chances de remporter de la victoire. Mais je m'attends à voir rebondir Matt Williamson dès le prochain programme à Bristol. Et on le sait, là, Money Matt, une grosse course. Bristol, c'est une grosse course. C'est dur à y aller contre lui, mais Friesen, évidemment, va être très difficile là-bas. Ouais, on a tous hâte de voir ça. Les vitesses des sprint cars, ça, je pense ça va être très impressionnant. Certains vont avoir peur un peu de voir ça rouler, effectivement, parce que il va y avoir des records de vitesse, j'ai l'impression, du côté de Bristol. Ça va être impressionnant, on se le cachera pas. On l'a vu que les modèles cette fin de semaine, c'était rapide, mais les sprint cars là-bas, ça prend une bonne paire. Ça prend une bonne paire, comme on dit, puis je lève mon chapeau parce que j'irais même pas m'asseoir dans la voiture. Non, ça c'est clair, c'est clair. On va toujours concernant les modifiés, je pense que c'est important dans le segment initial de l'émission d'en parler parce que c'est quand même très spécial ce qui s'est passé à Outlaw Speedway du côté de Dundee, New York. L'ancien circuit qui s'appelait Black Rock il y a quelques années, c'est désormais Outlaw Speedway. Là-bas en fin de semaine, un moment historique parce que pour une 47e année de suite, le vétéran pilote Alan Johnson est allé remporter une victoire en modifié, une victoire en finale. C'est carrément exceptionnel. Toute une carrière pour Alan Johnson qui continue de prendre de l'âge, mais qui s'avère encore très compétitif malgré le poids des années sur lui. Oui, Alan Johnson qui fait partie là, du top 5 des pilotes talentueux qui ont passé dans la série Dirt Car, à mon avis. AJ Slideways a eu du succès partout où il est passé. Nous, peut-être, en étant un peu plus jeunes, on n'a pas connu ces grosses années, là, puisque peut-être la dernière fois qu'on l'a vu compétitif, c'est lors de l'arrivée de Native Poker. Il avait signé, justement, on a fait une grosse affaire avec ça à Syracuse. Les voitures étaient arrivées pas lettrées. On les avait lettrées le soir, vraiment. On avait mis beaucoup d'argent. Et Johnson, Fuller couraient avec eux. Puis
Du côté d'Allen, on a vraiment diminué là, le nombre de courses qu'on fait par année. Évidemment, il a vieilli, mais pour dire là, 47 saisons, déjà qu'on ait 47 saisons d'expérience aux courses, c'est quelque chose. Mais 47 saisons avec au moins une victoire, alors qu'Allen a couru partout, toujours contre les meilleurs de la profession. Là, se rabat un peu sur Hart-là. Hart-là, ça me fait rire parce que t'as Danny Johnson, Steve Payne, Alan Johnson, Eldon Payne, c'est tous des pilotes qui sont assez vieux. Puis ils vont s'amuser le vendredi soir à Hart-là, surtout depuis que Matt Shepard n'y va plus. Donc, ça ouvre la porte tout grande à Steve Payne là, et à Danny Johnson qui a encore de la difficulté malgré tout à Hart-là. Mais Alan, lui, est en mesure de bien négocier ce circuit-là. Puis ça fait du bien. C'est le fun de voir ces pilotes-là être encore en mesure d'aller chercher le quadrillé. Puis je pense que c'est une très belle histoire dans les estrades. Évidemment, tout le monde était très heureux. Alan Johnson fait partie, là, comme je disais tout à l'heure, des pilotes les plus populaires de la série Dirt. Il y a des gens qui se souviennent encore de sa victoire, je crois, en 99-89 là, à Syracuse, alors qu'il, sans se qualifier, avait pris un provisionnel, était parti dernier, avait remporté Syracuse. Donc, Alan Johnson, c'est un talent d'exception. Pas toujours été dans des bonnes équipes, pas toujours été des bonnes grâces, mais en fin de carrière comme ça, de remporter encore une course cette année, là, c'était vraiment une très bonne chose pour lui. On me confirme que c'est en 89 du côté de Alan Johnson. Tyler Seary, qui est le promoteur de Outlaw Speedway. Même scénario que Yann Bussière à Drummondville. Tyler Seary en est le promoteur à Outlaw. Il est des bons pilotes du plateau, terminé deuxième, là, les résultats qu'on vient de vous présenter. Et les deux frères Johnson, donc, qui complètent le podium. Dans le cas de Danny, ben lui aussi, le poids des années commence à se faire sentir. On assiste vraiment actuellement, Tommy, à la passation des pouvoirs tranquillement. La vieille garde des pilotes modifiés qui a connu tellement de succès dans les années 90 et 2000, mais là, tranquillement, au passage de 2020, c'est un petit peu plus difficile au niveau des résultats. Ouais, mais c'est un peu épeurant, Anthony, parce que la relève est pas là, présentement. Oui, on va avoir Mike Maresca qui on va parler tout à l'heure, mais oui, on a Max McLaughlin, Jack Leaner, Dimitrios Drelos, Larry White n'est pas très vieux, mais si on regarde là, le reste de la série Gros Bloc, là, des Billy Decker, Jimmy Phelps, Pat Ward, là, j'en oublie pour faire Tim Fuller, mais c'est tous des pilotes qui sont quand même assez avancés en âge et ils en ont plus de fait qu'il en reste à venir. Donc, j'ai bien hâte de voir si les jeunes pilotes qu'on a présentement qui suivent la série vont être en mesure de se développer pour devenir les prochains Billy Decker, les prochains Tim Fuller, parce que présentement, à part peut-être Max McLaughlin et Mike Maresca, dans les jeunes pilotes, c'est un peu plus difficile pour les autres jeunes, donc bien hâte de voir au niveau de cette nouvelle génération qui va arriver, si on va être en mesure d'aller chercher là, des dominations comme on a vécu dans le passé. Là. Alors, chapeau à Alan Johnson de voir que ça recommence tranquillement. Beaucoup d'actions un petit peu partout maintenant dans le Nord-Est. 47e année avec au moins une victoire pour AJ Slideways, Alan Johnson. Avant de quitter en pause et d'accueillir Mike Maresca dans l'émission, Kevin, on a justement une belle annonce à faire. Saluer le nouveau partenariat entre Driver Performance et les huiles Hypertech. Ouais, ben dans le fond, c'est un partenariat qui s'est fait avec l'aide de Martin d'Anjou. Dans le fond, c'est un programme qui est mis en place avec de très bons rabais pour les pilotes, justement, de stock car, tant sur terre battue que sur asphalte. C'est ceux qui sont intéressés, juste à contacter Driver Performance. C'est plusieurs produits disponibles. Tu sais, on parle d'huile pour les courses, d'huile différentielle, de la graisse, des graisseurs, de l'huile pénétrante, du loose knot, pour les ceux qui comprennent en langage de course. Puis c'est des offres spéciales, justement, pour les séries touring. Fait que vraiment, dans le monde de la course, ça va être disponible chez Driver, auprès de Alex Lajoie et compagnie. On a qu'à les contacter. Ils vont vous envoyer la liste de prix. C'est quoi Hypertech? Tu sais, ces gens, ça c'est quoi? Oui, c'est une compagnie qui a plusieurs produits. C'est 30 ans, justement, dans le monde de la motoneige, VTT, du sport nautique. Puis là, on amène justement la partie des courses, justement, avec Driver, FestiDrag. Donc, super belle association pour qui va être un plus, justement, pour nos amateurs de course ici au Québec. Puis pour les équipes de course, surtout au Québec ici. Excellent. Donc, ça continue de grossir. Driver, simulation, driver performance, tout ça. Donc, salutations à Alex Lajoie, toute son équipe. On va faire une pause. Merci à Kevin et à Tommy, à qui on reparlera un petit peu plus tard, alors qu'on s'en va justement en pause publicitaire. Alors qu'au retour, on l'installe avec nous Mike Maresca, qui sera avec nous pour l'entrevue du jour dans cette semaine aux courses.